Bonsoir, bienvenue dans Talkback GP parce que oui, c'est le lundi soir, c'est l'heure de Talkback GP et on va parler bien évidemment, on va débriefer de ce Grand Prix de France de folie dans tous les sens du terme. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit clin d'œil à nos partenaires sans qui on ne serait pas là, FMA Assurance et les casques Shoei. A tout de suite. Voilà, bonsoir, comme je le disais, et comme la une de l'équipe le dit, un bonheur fou, c'était vraiment le meilleur moyen de résumer ce Grand Prix de France. Et pour débriefer ce Grand Prix de France, eh bien, j'ai à mes côtés Thomas Morcellino en studio. Bonsoir Thomas. Salut Eric. J'ai Michel Turcot qui est de son sud natal qui nous a rejoint en visio. Salut Michel. Salut Eric, salut tout le monde. Et puis, on a le plaisir de recevoir Christophe Bourguignon, le responsable technique du team LCR Honda Castrol. Bonsoir Christophe et merci surtout de t'être rendu disponible pour débriefer en partie ce Grand Prix de France complètement fou. C'est avec plaisir. Avec plaisir. Bah, en fait, on va te laisser la parole, Christophe. J'ai presque envie de commencer comme ça. Est-ce que tu peux nous résumer, parce qu'on a vu des images là derrière moi qui défilent à l'intérieur du box, c'était un peu la folie à l'arrivée. Dans quel état d'esprit vous étiez tous? Dans quel état d'esprit toi tu étais? Est-ce que c'est un soulagement? Est-ce que c'est une récompense? Comment vous l'avez reçu cette victoire de Johan? Bon, dans la course, quand c'est des choses comme ça qui arrivent inattendues, je vais dire, hein, parce que bon, on ne pouvait pas espérer un podium ou une victoire sur le sec. Hein, donc, on sait que sur la pluie, on est très vite, mais bon, c'est des situations qu'on ne sait pas prévoir, pas organiser. Donc, quand ça arrive comme ça, c'est un peu imprévu. Ça fait du bien à tout le monde. Et ouais, c'est un truc sympa. Il y a du relâchement, il y a un travail accompli qui s'est bien passé et puis on est super fiers et super content pour Johan. Ouais, c'est top. Ouais. Michel, enfin Thomas, tiens déjà Thomas, parce que sur la vidéo qu'on voit là derrière nous dans le studio, toi tu étais aussi dans le box. Raconte-nous un peu cette ambiance, parce qu'il y a eu de la Marseillaise, il y a eu du champagne de partout. T'as pas été trop trempé d'ailleurs? Non, ça j'étais caché derrière le muret du box. Ah oui, la main au fond, c'est toi. C'est ça. Non, bah écoute, c'est comme la une de l'équipe Le Monde juste derrière toi. C'est unique. En 71 ans, on n'a jamais vu ça. À domicile, un Français qui gagne à domicile. Enfin, voilà. Et donc cette joie, cette émotion, on l'a ressentie aussi bien en discutant avec Johan qu'en étant avec le box, à vivre ça au plus près. Ce week-end, ce dimanche, c'était vraiment exceptionnel. C'était indescriptible là, pour le coup. Michel, justement pour rebondir sur ce qu'a dit Christophe, le fait que finalement ça soit inattendu, parce que Christophe il est très cartésien, il a les données en main, comme il l'a dit sur le sec, il n'y aurait pas eu possibilité d'aller chercher cette victoire. Est-ce que justement ce côté inattendu, ça renforce pour toi, je dirais, la grandeur de l'exploit de Johan? Oui Eric, bon écoute, je pense pas, enfin je sais pas si l'effet de surprise renforce la beauté de cette victoire, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'était un week-end exceptionnel à plus d'un titre. Voilà, le nombre de spectateurs déjà, record battu, voilà, une communion avec le public, le fait que ses parents, sa mère n'était jamais venue voir une course, donc voilà, sa mère arrive, il gagne. Voilà, tout était
tout était réuni pour que ça soit un week-end improbable. Christophe, justement, tu le disais, ce côté rationnel, à savoir que vous n'attendiez pas la victoire si c'était sur le sec. Quand le choix a été de dire, bon, on part comment, en slick, en pluie, comment ça s'est décidé et comment vous l'avez vécu ce début de course en interne? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, bah finalement, ils rentrent tous, Johan ne rentre pas, ça y est, c'est raté? Explique-nous un peu le ressenti que vous avez, je dirais, dans la progression du Grand Prix, en quelque sorte. Bon, écoute, c'est jamais des situations faciles, hein, parce que bon, c'est pas, même si on suit des modèles météo, on en a plusieurs, on essaye de croiser les informations. Lucio aussi est pas mal équipé du fait il fait un petit peu de l'aviation, donc il est sur des sites météo d'avion et il avait la météo juste à côté, donc du petit aéroport qui est à côté du circuit. Donc on était persuadé qu'il allait pleuvoir dans les 10-15 premières minutes de la course. Euh, Après, il y a eu le choix de pneus. Michelin, le matin, nous avait dit que la plupart des pilotes allaient partir en médium arrière, même sur la pluie. Nous, au dernier moment, on a hésité. David, le chef mécanicien de Johan, avait de nouveau regardé les datas de 2020. Et en 2020, les 4 premiers étaient en soft arrière. Donc, quand Johan est arrivé, on en a un peu discuté avec lui. Et Johan a fait, lui, il a fait finir 5e, mais il était en médium, mais il ne pense pas qu'il avait un avantage sur les autres. Donc, on a décidé de partir en soft derrière. Et alors, nous, on était convaincus qu'il allait pleuvoir. Donc, à ce moment-là, c'est le message qu'on a passé à Johan. Et je pense qu'il a super bien géré parce que c'est jamais facile de voir ses collègues rentrer, d'être sur une piste sèche et se dire qu'on perd. Parce que les premiers tours, on perdait quand même 8 secondes au tour. Donc, quand tu perds 8 secondes au tour, on sait que rentrer dans un changement de pneu, il se commence entre 39, on perd entre 39 et 41 secondes. Donc, il fallait pas que ça dure longtemps. Mais voilà, lui, il a eu le sang-froid et l'expérience de rester sur la piste, de bien gérer ses pneus, je pense, hein, parce qu'il y a moyen de les brûler quand on a un pneu soft sur le sec. En 3 tours, il y a moyen de les cramer, hein, c'est sûr. Donc, il a bien géré ça. Et puis, les petites gouttes sont arrivées. Ils n'ont gagné plus 8 secondes, ils ont gagné plus que 6. Et puis, le tour d'après, c'était plus de 2 secondes. Et puis, on était à égalité. Et quand Marc et Alex sont entrés, on avait 31 secondes de retard. Donc, je savais que Johan allait ressortir devant. Un peu peur que Johan ait un peu brûlé ses pneus les premiers tours. Donc, on s'est dit qu'Alex et Marc allaient revenir rapidement puisqu'ils étaient en pneus neufs, pas abîmés. Et peut-être un tour ou 2 tours, Marc a gagné quelques dixièmes sur Johan et puis s'est stabilisé et puis ça s'est changé. Hein. C'est Johan qui a aligné des tours. C'était lui le plus vite. Quand on voit les tables, les secteurs, il était nettement supérieur aux autres. Voilà, week-end nickel, ouais. Christophe, à quel moment dans l'équipe, dans le box, vous avez compris que ça y est, ça basculait en votre faveur? Comme tu viens de l'expliquer, il y a eu cette période de flou lorsque les deux Marquez sont repassés en pneu pluie. À quel moment vous êtes dit, bon bah là, c'est bon, c'est pour nous, ou comme Johan, vous avez souffert jusqu'au bout? Ouais, le moment, c'est dès qu'on a vu des gouttes tomber, hein, parce qu'on sait bien que sur les slicks au Mans, pas trop de température à la piste. En slick, dès qu'il tombe des gouttes, tu dois faire attention. Hein. Donc, dès qu'il y a eu quelques gouttes qui sont tombées, on s'est dit, ouais, ça, c'est parti, mais il en fallait plus. Et puis, dès que ça commence à rentrer, là, on savait bien que ils allaient tous rentrer, parce que ça devenait rouler en stick tournait beaucoup moins vite que les pneus pluie, donc il n'y avait pas le choix pour les autres, il fallait qu'ils rentrent. À ce moment-là, on savait qu'on était devant, on savait qu'on avait un super pilote sur la pluie. On était confiant de nos réglages, nos choix de pneus, donc on attendait, on ne sait jamais, avec notre marque Marquez, hein, donc c'est un pilote sur la pluie, il fait des choses exceptionnelles, donc mais là, je pense qu'aujourd'hui, enfin non, hier, sur la course, Johan était au-dessus, il était plus vite que le secteur 2. Il n'y a pas un seul dégât qui est venu
sur l'appli un de ses meilleurs secteurs. Donc, je pense chez lui, voilà, c'était fort, tout s'est bien passé. On était bien en session de pneus, toutes les planètes étaient alignées et on a un pilote qui était chez lui et qui a fait le boulot. C'était super, super. Michel, une question pour Christophe? Ouais, Biff, et l'approchage du premier virage avec Mir, là, il sort de la piste, Johan. À ce moment-là, à quoi vous pensez, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Écoute, sur le moment, on ne se rend pas vraiment compte de l'impact, hein. Seulement après, quand on voit au ralenti de l'impact, on se dit quoi? C'est ça la course, hein. Pour la même chose, Mir lui touche un peu plus le bracelet, il croise, il chute, puis c'est fini, hein. Donc, on n'aurait jamais connu la fin de l'histoire. Donc, ça, c'est un peu la course, hein. C'est comme samedi, son tour de qualif. Un tour de fou, hein. Il va faire un super chrono s'il finit ce tour-là. Maintenant, on n'a pas encore la moto il faut qu'on lui donne une meilleure moto pour arriver à les finir. Limite. Mais ça, c'est la course. C'est passé, c'était son jour. Ils avaient fait le bon choix de pneus, hein. Johan était confiant aussi que c'était le bon choix de pneus et c'était la bonne stratégie. Donc, voilà. On a eu la chance de finir ce premier virage. Ouais. Ouais. C'est quand même assez surprenant. Christophe, t'es très clinique, t'es très posé et c'est presque surprenant parce que nous, que ça soit Thomas, Michel, enfin tout le monde s'est enflammé, etc. Et toi, tu restes très, très posé avec le recul. Tu savoures quand même, tu as apprécié parce que bon, ça fait très longtemps que tu es dans le paddock, tu as travaillé aussi avec des grands pilotes, même au début, tu étais technicien Showa, si je dis pas de bêtises. Donc, tu as côtoyé. Kayaba, ouais. Hein, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Kayaba, mais c'est pareil. Kayaba, pardon, excuse-moi. Ouh là là, pardon, désolé. Kayaba, tu as travaillé avec des grands noms. J'allais dire, à quel niveau tu situes cette victoire par rapport à tout ce que tu as connu dans ton parcours sur le paddock du MotoGP et des Grands Prix 500? Ça fait partie. Toutes les victoires avec Lucio, hein, on a un team satellite, on n'a pas les moyens des teams usines, mais par contre, nous, tout ce qu'on fait, on le fait à 100% pour le pilote. On essaie toujours de mettre le pilote dans les meilleures conditions et qu'on soit 15e sous la grille ou en première ligne, on a toujours fait le même boulot et j'essaie que les gars ne changent pas. On essaie d'avoir le moins possible d'émotions parce que bon, les émotions, un jour, on est les meilleurs, le lendemain, on est les... Oui. Ça, le choix de pneus, hein, t'es l'idiot du village si tu as pris les mauvais pneus et t'es le héros si tu gagnes la course, tu as choisi les bons pneus. Et c'est la météo qui soit nous aide ou vient contre nous. Donc, ça, c'est la course. Mais par contre, c'est des fameux moments avec Lucio, avec l'équipe. On se connaît depuis des années. Donc, et Johan, il fait partie de notre groupe, hein. C'est notre leader, donc sans lui, on n'est rien. C'est un super moment. Et puis, se retrouver au Grand Prix de France, les émotions et tout ça, c'est dur, hein. C'est dur de se retenir, de ne pas pleurer, hein, mais bon, voilà. Il faut vite un Grand Prix en Belgique, Christophe. Ouais, je pensais aller au podium chanter la Brabançonne et je me suis retrouvé avec le Balthus et je me suis retrouvé à chanter la Marseillaise. J'ai une autre question qui est un petit peu pendante de ce que tu viens d'expliquer, parce que on est tous enjoués, évidemment, on célèbre comme il se doit, parce qu'on reviendra un petit peu plus tard dans l'émission avec Thomas sur tout le côté statistique et historique de cette victoire de Johan. Mais j'allais dire, sans vouloir vous jouer le rabat-joie, Christophe, il y a la réalité qui va se rappeler très rapidement à vous, parce que dans 15 jours, ça sera Silverstone. Et là, de toute façon, il faudra tout remettre à zéro, parce que même si on savoure et on est très content pour Johan, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, la Honda est devenue la meilleure moto du plateau, loin s'en faut. Non, pas du tout, pas du tout. La moto, on a la même, hein. On a la même depuis. On a fait des belles évolutions fin de l'année dernière. On a des petites évolutions d'ici début d'année. On la comprend un peu mieux. Mais bon, la même depuis les premiers Grands Prix, on a la même moto. Donc, on essaie d'extraire le maximum de performance. Pour le moment, je pense qu'on peut compter qu'on a une moto entre 6 et 12, voilà. En bon week-end, bien, Johan en forme.
Ben, pas spécialement Johan en forme. Nous qui arrivons à donner des bons réglages pour Johan, selon le type de circuit, ben, on peut faire fort. Mais bon, on a encore quelques beaux circuits devant nous. Silverstone, ça devrait être un circuit qui devrait être pas mal pour nous aussi. Maintenant, on se bat contre Ducati, contre les meilleurs pilotes du monde, contre les meilleures équipes. Donc, nous, on bosse et on prend ce qui se passe. Mais c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, il faut qu'on bosse avec Honda pour lui donner une meilleure moto. Hein. Ça, c'est sûr. Michel, est-ce que tu as une question pour Christophe avant qu'on le libère? Bif, autre chose, les 2 dernières victoires du Honda, ce sont 2 victoires LCR, Alex Rins au Texas en 2023 et Johan hier, pour retrouver trace d'une victoire d'une Honda d'usine, enfin d'une Honda officielle, de l'équipe officielle, pardon, je vais y arriver, c'est Marc Marquez en 2022, en Australie si je dis pas de bêtises, donc on connaît les Japonais, ils aiment pas trop, même s'ils sont contents, je pense, d'avoir vu une Honda gagner hier. Le fait que l'équipe officielle soit battue par une équipe indépendante, j'imagine que ça les fait un peu gamberger. Est-ce que dans ces conditions, vous craignez pas qu'on vous prenne Johan et qu'on vous refile Marini à la place l'année prochaine? Ouais, écoute, ça, Michel, tu sais, c'est des choses qu'on ne sait pas contrôler. Voilà, donc nous, on va essayer de bosser dur, on va essayer de donner la meilleure moto à Johan et ça, bien sûr. Au niveau matos, on a le même matos que l'usine. Ils ont des fois des évolutions. Ils ont pris avant nous, 2 grands prix avant nous, mais pas des choses qui veulent dire de faire bouger de la 12e place à la 3e place, c'est ce que je veux dire. Donc, on bosse pas mal pour eux aussi, donc ils ont besoin de nous. On est très stable dans l'équipe au niveau technique et tout ça. Donc, bon, écoute, nous, on a un bon paquet, je pense, à donner à Johan. C'est un peu à Honda à faire leur choix, mais quelque chose que nous, on ne sait pas contrôler. Maintenant, s'ils veulent après prendre un pilote qui roule sur une Honda pour le mettre dans une autre équipe qui roule sur une Honda, je ne vois pas pour l'intérêt pour eux. Maintenant, c'est à eux à voir et à regarder ce qui est mieux pour lui. Mais nous, en tout cas, on est là pour lui et on espère des évolutions. Je pense que si on arrive à faire peut-être la moto, on sera plus devant. Ouais. Ok, merci Christophe. Alors, on va pas te retenir plus longtemps. On va nous poursuivre le débrief. En tout cas, on te remercie vraiment de t'être prêté au jeu de cette participation. Évidemment, on vous souhaite le meilleur pour Silverstone. Je crois que Silverstone, c'est un circuit où, tu l'as dit, la Honda pourrait être à son aise. Et puis, je crois que Johan était plutôt pas mal parce que il me semble que par le passé, il avait fait des bonnes perfs là-bas. Thomas me reprendra peut-être après. Mais en tout cas, mille merci Christophe pour ta participation. Et puis, on vous souhaite le meilleur pour dans 15 jours à Silverstone. Je vous remercie en tout cas. Merci, au plaisir. merci Christophe. Merci à toi Christophe. Voilà, on poursuit le débrief de Talkback GP, le cours de cette émission de ce soir. On remercie encore une fois Christophe et puis on remercie Michel d'avoir fait une courte apparition ce soir parce qu'il avait des obligations à côté. Donc on va poursuivre en tandem avec Thomas. Thomas, on parlait du côté symbolique, plaisir, la foule en délire du Mans, mais il y a le côté aussi historique de cette victoire de Johan parce qu'on l'a dit, 71 ans depuis la dernière victoire sur un Grand Prix. Ouais, écoute, regarde, je t'ai ramené un poster pour décorer ta chambre. C'est gentil, je vais mettre ça au plafond de ma chambre, elle va être contente, ma femme. C'était le 30 mai 1954 que Pierre Monneray s'était imposé. Ah oui, donc quasiment jour pour jour. Ouais, quasiment jour pour jour, et là, hier, nous étions le 11 mai, donc 71 ans qu'on n'avait pas un pilote français qui a gagné en catégorie Rennes, qui n'avait pas plus gagné en catégorie Rennes sur ces terres. Voilà, après, pour les puristes, je vais aussi parler de Jacques Collot qui a gagné un Grand Prix de France quelques années plus tard, mais ce n'était pas dans le cadre du championnat du monde. Voilà, c'était bien le Grand Prix de France, mais c'était pas le Grand Prix de France, championnat du monde. Voilà, donc oui, historiquement, tout en plus, à chaque fois quand il y a un gros truc comme ça, c'est les chiffres s'alignent. C'était le 150e départ de Johan en MotoGP, c'est la 100e victoire en Grand Prix de la France, en France, enfin voilà, donc c'est toutes les planètes étaient un peu alignées. Après, on va dire aussi que pour rejoindre un petit peu ce propos sur les planètes qui s'alignent, on se souvient que lorsqu'il y a eu le doublé
enfin pas le doublé, mais le double podium, pardon, oui, parce qu'il faut bien faire attention à ce qu'on dit, surtout avec le doc pour les stats. Quand il y a eu le double podium de Johan Zarco et de Fabio Quartararo, c'était en 2021. Ouais. C'était aussi des conditions quasiment similaire à ce qu'on a connu ce week-end, avec la pluie, une piste bizarre. Ouais, mais c'est sûr. Après, de toute façon, le Grand Prix de France, voilà, comme tu aimes les chiffres, statistiquement, depuis 2002, depuis que le MotoGP, l'avènement du MotoGP en 2002, c'est une course sur deux quasiment qui est sur le mouillé, séchant ou dans des conditions un peu précaires. Donc, fallait bien à un moment donné, pour respecter cette condition, il faisait beau l'année dernière, qu'il fasse quelque chose d'étrange cette année. Et oui, effectivement, on a eu ces conditions un peu particulières. Là, c'était encore pire quand même, parce qu'en 2021, le soleil s'était levé et puis la piste commençait vraiment à sécher. Là, c'était chaotique dès le début. Il pleuvait plus. Il y en a qui sont partis en slick, il y en a qui se sont arrêtés. Donc, c'était vraiment très, très compliqué stratégiquement pour les pilotes, quoi. Stratégiquement, justement, Thomas, depuis le chaos du Texas sur le Grand Prix d'Austin, on a vu qu'il y avait une réglementation qui avait été mise en place. Donc les pilotes qui choisissent de changer dans le tour de chauffe peuvent reprendre leur emplacement sur la grille, mais sont soumis à 2 longues laps. Finalement, on s'est aperçu que c'était une punition plus que légère par rapport à la perte qu'il s'agissait de faire une fois en course lorsqu'on décidait de changer de moto. Ça, c'est peut-être un petit peu quelque chose à revoir, ou ça dépend aussi de la configuration du circuit, parce que là, au Mans, le long lap, c'était vraiment un short long lap. Non, après je partage ton avis, mais après c'est vrai que là, les conditions étaient vraiment... Enfin, il pleuvait, c'était humide, il n'y avait pas d'entre-deux. Donc difficile de soit gagner du temps, soit d'en perdre beaucoup plus. Donc je pense que le long lap, là, dans ce cas-là, effectivement, ça n'a pas forcément porté préjudice à beaucoup de pilotes. Par contre, dans d'autres situations, je pense que si c'est séchant et que d'autres sont en pneus pluie ou d'autres sont en slick, je pense que les écarts vont plus se créer. Vraiment, cette règle, c'était pour pénaliser, entre guillemets, tout le monde et éviter de pénaliser ceux qui, comme Johan notamment, avaient fait, entre guillemets, le bon choix dès le début, comme ce qui s'est passé notamment avec Ai Ogura à Austin. Voilà, donc je pense que c'est une bonne réponse pour l'instant à ce genre de situation qui s'est passé à Austin, quoi. Ouais. Bon, après, c'est vrai que c'est pas au Mans le plus défavorable des longues laps. Ça, c'est sûr aussi, parce que là, en fait, on fait quoi ? On fait 3 mètres de plus à l'extérieur du garage vert. Après, voilà, mais ça reste quand même dur à négocier, parce que mine de rien, il pleut, cet endroit de la piste est très peu emprunté, c'est humide. On a vu d'ailleurs des pilotes pendant le tour de formation qui étaient passés. Pour sécher, justement, essayer de faire une petite trajectoire pour éviter de se faire surprendre, parce que justement, c'est très facile de chuter. Je pense notamment à Aldeguer qui avait dû faire un long lap sur le sec, je sais pas si tu t'en souviens, à Barcelone l'an passé, je crois, et qui en fait était tombé dans le long lap. Dans la poussière, ouais. C'est ça. Donc c'est ou même mal le négocier, comme Fabio sur le sec aussi également à Jerez l'an passé. Donc voilà. Okay. Au niveau de il y a 2 ans, c'était pas à Jerez l'an passé, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Je ne te contredirai pas là-dessus. Il y a quand même une réflexion, quand j'ai posé la question à Christophe Bourguignon, qui m'interpelle aussi, c'est de se dire que voilà, il y a ce moment, je dirais, d'extase, de plénitude, on va dire, autour de Johan. C'est logique, c'est normal, mais il y a la réalité du terrain qui va revenir à Silverstone. Clairement, c'est aussi ton avis. À Silverstone, on risque de voir les forces s'inverser et le retour à la normale, entre guillemets, avec une domination des Ducati. Christophe le dit, logiquement, on se bat entre 6 et 12 parce qu'il y a 6 Ducati devant. Bien oui, clairement, ça c'est sûr qu'il faut... Je pense que même Johan, il en est conscient dans la situation d'hier, cette course totalement dingue. Bien évidemment, si ça se reproduit, forcément il a un coup à jouer, mais dans une situation, on va dire, normale, piste sèche, difficile d'aller chercher les Ducati. Et comme tu le soulignes très bien, quand on a un Morbidelli comme ce week-end qui a été plutôt transparent, on a un Aldeguer qui monte en puissance, donc il y a toujours au moins 3 voire 4 Ducati devant. C'est toujours c'est compliqué d'aller les chercher, et Johan se bat au mieux, Fabio se bat au mieux également puisqu'il fait la pole position, mais aller les chercher à la régulière, c'est compliqué. Et fort heureusement, on n'a pas eu à faire un nouveau record hier, puisque Ducati a été privé de sa 23e victoire de suite. D'accord. Alors par contre, il y a quand même un record, et c'est bien aussi qu'on en parle, c'est le record d'affluence. Oui.
parce que, alors j'ai noté le chiffre, c'est 311 747 spectateurs sur les 3 jours. C'est dingue, c'est dingue. Et encore une fois, il faut souligner, je crois, l'ambiance. Toi, tu étais sur place. Nous, ce qu'on percevait à la télé, c'était que des bribes, je dirais. Mais ça devait être dingue. Ça met les poils, comme on dit, non? Ah oui, effectivement. Mais c'est surtout ce qui était impressionnant, c'était de voir au moment des dépassements ou quand on a su que Johan était premier, quand Fabio s'est battu au sprint, qu'il était devant, qu'il a tenu tête à Marquez. C'était le bruit qu'on entendait dans les tribunes. Et quand plus on s'approchait de la victoire hier, plus en fait le silence était de cathédrale. Parce que je pense que beaucoup se disaient il faut pas le perturber, il faut pas le déconcentrer. Faut que ça tienne. Ouais, faut que ça tienne, mais franchement, c'était impressionnant de voir ce silence d'un coup dans les tribunes pour justement éviter de peut-être le pousser à la faute, lui mettre un peu trop de pression, quoi. Et puis, ce succès populaire, c'est aussi le travail de toute l'équipe de Claude Michy, qu'on avait reçu lors du débrief du Grand Prix d'Espagne. Tiens, juste une petite parenthèse. On s'excuse encore une fois pour la qualité sonore de ce débrief et on essaye de faire, je parle du débrief de Jerez, bien évidemment. Et croyez-nous, on travaille dur et Adrian, qui est derrière les manettes à la régie, lui aussi s'arrache les cheveux pour faire en sorte que ces débriefs se passent de la meilleure des façons. La parenthèse est refermée. Non, je disais, c'est aussi le travail de Claude Michy qui trouve toujours des idées amusantes, rigolotes. Là, jeudi, il y avait une course de vélo. Alors, moi, j'ai assisté à un Grand Prix de Jerez il y a très 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 longtemps, où à l'époque, c'était un cigarettier qui était partenaire de Suzuki, qui avait organisé une course de vélo à Jerez. Je crois que Michel m'avait battu. Il n'entend pas, donc il va pas pouvoir claironner. Mais il y avait ça, et là, tout le monde s'est pris au jeu. Il y a cette course de vélo. Après, il y a eu l'émission de nos confrères de Canal+ en pôle avec 15 000 spectateurs dans les tribunes. C'est juste incroyable. Tous les ans, ils trouvent quelque chose de nouveau. Et comment on le vit à l'intérieur quand vous êtes comme ça pendant 4 jours sur place? J'imagine que ça change de ce que vous connaissez sur le reste des Grands Prix. Oui, c'est surtout beaucoup de journalistes sont venus nous voir en nous demandant mais pourquoi il n'y a que à ce Grand Prix-là qu'on fait ça? Et clairement, je n'ai pas... Alors, en dehors du fait que c'est un Grand Prix, c'est une fête, forcément, tous les ans. C'est vrai que j'ai pas trouvé d'argument. Je me dis qu'effectivement, il y a d'autres Grands Prix sur lesquels on pourrait faire ce qu'ils ont nommé le Tour MotoGP en faisant une course de vélo avec un représentant comme Mark Cavendish, avec des pilotes, et puis le show mécanique, et puis les rencontres avec les pilotes dans la fan zone. Dans la fan zone. Voilà, là on voit les images du show mécanique juste derrière toi avec Fabio qui présente sa nouvelle livrée, la nouvelle livrée Alpine, présentée dans le cadre de l'émission En Pôle avec Canal+. Enfin, c'est difficile de répondre. Et effectivement, à chaque fois, c'est toujours une fête. Bon, là, après, depuis 2 ans, tout s'y prête avec ce long week-end prolongé, la météo aussi, qui, même si hier, elle nous a offert une victoire, mais c'était tout est bien ficelé. Tout est bien huilé, ça fait plus de 30 ans bientôt plus que PHA Claude Michy organise ce Grand Prix. Ils savent ce qu'ils font et rien à dire. Et c'est effectivement, on pourrait se poser la question de pourquoi les autres le font pas. Alors voilà, peut-être que le Tour MotoGP, on le retrouvera sur d'autres étapes de la saison par la suite. Faudra pas le faire à Brno, parce que à Brno ou au Mugello, parce que la piste est beaucoup plus contraignante. Alors, tu parlais tout à l'heure de Fabio. On va évidemment maintenant aussi parler de Fabio, parce que évidemment que Johan a été l'homme fort de ce dimanche, mais je vais dire que j'allais presque dire que les choses étaient bien faites. C'est peut-être un peu amer pour Fabio, mais Fabio, il nous a fait vibrer sur les 2 premiers jours. Il va nous chercher une pole stratosphérique, un record du Tour. Et puis malheureusement, ça se passe mal, même si en course sprint, il a fait tout ce qu'il pouvait pour résister au Ducati. Écoute, oui, et puis surtout ce nouveau moteur Yamaha qui a été introduit au test de Jerez au lendemain du Grand Prix, lui l'aide surtout. Alors, c'est pas sur les premiers rapports, comme il le dit, c'est plutôt sur les rapports qui suivent, 4, 5, 6, mais ça lui permet d'avoir une meilleure vitesse. Une meilleure allonge, en fait. Une meilleure allonge. Donc, on peut imaginer que sur des circuits un peu plus longs, comme celui du Mans par rapport à celui de Jerez, ça l'aide davantage. Mais surtout, quand il a le grip qui va bien, que tout se passe comme il faut sur la Yamaha, on sait que c'est un pilote qui est hyper rapide. Et effectivement, il nous a enchaîné une 2e pole position de suite, avec un tour record, mais encore une fois, il se casse les dents sur les Ducati qui, Marquez l'a bien dit, il a pris son temps pendant la course sprint, il savait que Fabio allait être rapide, il a remonté progressivement, puis il l'a doublé, et puis c'est fini, pareil pour Alex Marquez.
Voilà, il finit au pied du podium. Ça reste une belle perf, mais effectivement, c'est difficile d'aller les chercher à la régulière. Et ça rejoint un peu ce que disait Christophe il y a quelques instants en disant à la régulière, on se bat entre 6 et 12 et c'est aussi le même combat pour Fabio et les Yamaha. Exactement, sauf que à chaque fois, c'est marrant, c'est que dans les deux marques japonaises, il n'y a qu'un seul représentant, vraiment à proprement parler, qui va chercher les Ducati, qui leur tient tête. Et on a nos deux Français pour les deux marques japonaises. Ça va bien, hein. Oui, ça va. Alors, Fabio, il fait une superbe pole. Il en a presque été le premier surpris. Et moi, ce qui m'a plu ce week-end chez Fabio, c'est on le sentait vraiment heureux. Alors, évidemment, par rapport à la performance qui revient sur sa Yamaha, mais on l'a senti plus dans le partage avec le public, beaucoup plus souriant, beaucoup plus ouvert, même s'il y a énormément de sollicitations, c'est le Grand Prix national pour lui. Et ce qui m'a surtout fait sourire, c'est lorsque le public entame la Marseillaise à l'arrivée des qualifs, et qu'il est là, il fait « Non mais calmez-vous, j'ai encore rien fait » en gros. Et je sais pas, vous l'avez rencontré au soir de la pole, comment il était, dans quel état d'esprit? Lui aussi était conscient qu'il fallait surtout calmer le jeu et pas s'enflammer? Ah, bien sûr, mais même déjà dès Jerez, il le savait, enfin il le disait clairement, c'est pas parce que j'ai fait un podium à Jerez que je vais en faire sur tous les circuits. On savait déjà qu'à Jerez et au Mans, ça allait potentiellement sourire à la Yamaha. Maintenant, il sait que sur les circuits qui vont venir, alors Silverstone peut-être, Mugello, ça va être peut-être encore plus compliqué face au Ducati, mais la performance est là, il y a la Yamaha bosse, nouveau moteur, un V4 en cours de préparation, on ne sait pas s'il roulera cette année, probablement sur des wildcards avec Augusto Fernandez, mais il y a du chemin encore à parcourir, mais en tout cas Fabio est conscient que Yamaha bosse et répond à ses exigences, entre guillemets, par rapport aux années passées où il se plaignait, mais il n'y avait rien qui arrivait. Et donc là, effectivement, quand les résultats viennent, comme une pole position, un podium, se battre pour la victoire en sprint, mener une course au Grand Prix de France sous la pluie, comme hier, forcément, ça ne peut que jouer sur le moral et, comme on dit, le bien attire le bien ou le bon attire le bon. Oui, enfin, ça reste dans une dynamique positive, on va dire ça comme ça. Alors, vous avez compris, le doc, il est très fort en stats, en citation, un peu moins, mais on lui en tiendra pas rigueur. On reste dans la positive attitude de ce Grand Prix de France complètement dingue. Alors, évidemment, tu l'as dit, hier, c'est frustrant pour lui parce qu'il fait un super départ. De toute façon, c'est ce qu'il avait dit. Il voulait partir très, très fort pour essayer de creuser le maximum d'écart pour tenter de repousser l'échéance de se faire contrer par les Ducati. Et puis finalement, au raccordement, comme beaucoup, on a évoqué, Michel l'a évoqué aussi, les 24 heures moto où on était tous les trois. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi... Alors, c'est frustrant évidemment, et puis par contre il a voulu repartir, il a été empêché et ça lui vaut une amende. Exactement. Juste pour revenir sur le côté de cette chute, c'est vrai que l'analyse qu'a eu Johan et probablement l'équipe LCR sur les 24 heures moto lui ont permis de savoir et d'identifier les virages qui étaient problématiques. Et effectivement, le raccordement, tu l'as bien vu toi-même, hein, tu as commenté la course, dès qu'on mordait sur un petit peu de mouillé sur le vibreur, ça pardonnait pas. Et ça, clairement, Johan l'a compris. Fabio s'est fait piéger. Et oui, il a essayé de repartir. On peut comprendre sa frustration d'avoir mené un Grand Prix, de chuter et que la moto reparte pas. Forcément, il s'en est pris un peu au commissaire. Il a été un peu virulent. Donc forcément, c'est une pénalité pour cette raison-là. Donc 2 000 €, c'est ça. Et puis surtout 10 minutes de pénalité au box. Donc il roulera 10 minutes de moins à la première séance d'essai libre au Grand Prix de Silverstone. Ouais, et c'est d'autant plus frustrant parce que bon, ça lui a pas porté chance non plus, on va dire, mais Pecco Bagnaia, qui est une victime collatérale de Bastianini au premier virage du Grand Prix, il tombe. Finalement, il part, il court vers sa moto, il arrive à redémarrer, ce qui lui permet de re-rentrer dans la voie des stands. Et quelque part, à ce moment de la course, Fabio, il sait qu'il y a encore des choses à jouer. C'est pour ça qu'il veut repartir. Bien sûr, ça on sait dans ce contexte de pluie, de pluie qui s'arrête, qui repart. Enfin, forcément, il sait qu'il y avait la possibilité de jouer un coup, de marquer des points. Alors peut-être pas de gagner, mais en tout cas d'aller jouer de gros points. Ah oui, on peut comprendre. Et puis surtout quand tu es porté par ton public. Et là, manque de peau, il est tombé sur l'un des endroits les plus fréquentés du circuit. Donc le virage raccordement entre la tribune Motul et la grande tribune principale. Il y en a une nouvelle qui a été installée à l'endroit où les voitures des 24 heures arrivent. Donc voilà, donc forcément... là, on ne pouvait pas le rater. Non, c'est ça. Donc tu peux imaginer sa frustration, mais
Ouais, écoute, je pense que en tout cas, il nous a montré ce week-end que la Yamaha était capable de faire des choses, était toujours là pour tenir tête au Ducat. Maintenant, à la régulière, ça risque d'être compliqué encore d'aller les chercher, mais voilà. Honda comme Yamaha continue de bosser. Et ça, même pour le championnat, et même Marc Marquez l'a dit samedi après le sprint, durant les débriefs, il a dit c'est bon pour le championnat d'avoir Fabio devant, alors effectivement, j'aimerais bien qu'il n'y ait que des Ducati parce que je représente Ducati, mais avoir Fabio devant qui est un des pilotes les plus talentueux, et à chaque fois il est toujours dithyrambique sur Fabio. Clairement, il est content d'avoir une Yamaha devant aussi. Une dernière question, si on peut essayer d'y répondre. Aujourd'hui, à l'instant T, en faisant abstraction de ce côté émotionnel de la victoire de Johan, est-ce que tu dirais que la Yamaha est un peu plus performante désormais que la Honda, ou globalement que la Honda reste devant, ou elles sont à égalité? Comment tu le perçois? On sait que tu t'intéresses beaucoup à la technique aussi. Comment tu les jaugerais, ces deux machines? C'est compliqué, mais je dirais qu'aujourd'hui, la Yamaha, elle est surtout portée par un pilote qui est talentueux et qui va très vite, qui est Fabio. Je pense que la Yamaha garde toujours son ADN qui est d'être une machine facile, même si effectivement c'est moins facile d'être devant, mais ça reste une machine qui est facile. Et que quand toutes les conditions se présentent, elle est capable d'être imbattable quasiment. La Honda, je pense qu'elle continue de progresser, mais c'est peut-être un peu moins rapide que la Honda. Je pense que la Yamaha, pardon. Je pense que la Honda vient de plus loin que la Yamaha. Je pense que la Yamaha continue à être développée pendant plusieurs années avec des pilotes rapides, notamment Fabio, mais il y a eu Maverick Viñales, voilà, donc il y a eu tout un tas de pilotes. Mais la Honda pour moi vient d'un peu plus loin. Je pense qu'il y a encore un peu plus de travail du côté de Honda, mais tu vois, je te dis ça, mais ça se trouve ils vont faire la pole, ils vont gagner, ils vont faire un doublé Le Mans Silverstone dans 15 jours, tu vois. Donc et on l'espère, en tout cas, du moment que ça soit Johan sur la première marche du podium, on est preneur avec Fabio à ses côtés. Donc après, j'ai un petit chiffre juste intéressant. Le seul vas-y. pilote à avoir marqué des points sur toutes les courses depuis le début de la saison, les courses juste du dimanche, c'est Luca Marini. Donc ça prouve que la Honda reste aussi une machine capable d'arriver dans les points à chaque course. Bon, après, il est un petit peu plus loin au classement, mais voilà, mais bon, oui, ça donne effectivement une statistique, et quelque part, ça peut aussi rassurer. Bien sûr. Alors, on en parlait, et évidemment, on va revenir sur lui maintenant. On va passer, je dirais, presque au grand gagnant aussi de ce week-end du Mans, parce que évidemment on est aveuglé par, et c'est normal encore une fois, par la performance de notre Johan National, mais il y en a un qui se frotte les mains aujourd'hui, au lendemain de ce Grand Prix de France, c'est Marc Marquez, parce que là, non seulement il gagne en sprint, il fait il a vraiment salué la performance de Johan, mais derrière son frère tombe deux fois. Pecco Bagnaia 0 pointé ce week-end, et ça, je pense qu'il s'attendait absolument pas à ça, Pecco. Et là, il s'envole, Marc Marquez. Oui, 22 points en championnat d'avance. Oui, et je pense qu'il l'a très vite compris, Marc, pendant la course, justement, en sachant Zarco devant, de pas non plus aller se précipiter pour essayer de grappiller 5 points supplémentaires, sachant que ses adversaires, donc il y avait son frère derrière lui, certes, avant qu'il chute, mais que Bagnaia avait chuté et était reparti, mais beaucoup trop loin. C'est un pilote. Alors, c'est un ordinateur. Voilà, je veux pas non plus, je suis pas non plus un pro Marquez, mais je veux dire par là, c'est que il a une capacité d'analyse et de réflexion durant la course qui lui permet justement de dire, voilà, je ne prends pas de risque inutile pour perdre 20 points supplémentaires, alors que mes adversaires au championnat sont loin, quoi. Et pourtant, on a vu en début de course qu'il n'était pas si à l'aise que ça, parce que son frère, on va caricaturer un petit peu, mais il lui tourne autour pendant un moment, il le dépasse, et là il y a plus de complexe entre le grand frère et le petit frère. Il est vraiment très incisif, Alex Marquez, sur Marc, et on se dit même à un moment que finalement ça va peut-être pas être une partie de plaisir pour lui. Ouais, mais après, si tu veux, quand on l'écoute même depuis le début du week-end, Marc, clairement il dit, je ne veux plus reproduire les erreurs que j'ai commises à Austin comme à Jerez, c'est-à-dire de me précipiter au début de la course, alors que je sais que j'ai le rythme de pouvoir enchaîner des tours rapides, et de perdre des points bêtement comme j'ai fait à Jerez, alors qu'il savait qu'il aurait pu potentiellement gagner la course. À Austin, c'était encore plus évident, mais voilà, je pense qu'il a compris que 20 points, c'était 20 points, et que voilà, il quitte la France avec 22 points d'avance.
Et surtout, je crois que... Alors, Michel n'est pas là pour confirmer, mais Michel m'avait dit ça dans la voiture. Je ne sais pas si c'est vrai, mais Bagnaia, durant le week-end, clairement dit Marquez, on pourrait lui donner un tracteur, il serait rapide. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Michel pourra confirmer ou non, mais On lui posera la question. voilà, c'est ça. Mais si c'est le cas, effectivement, même Bagnaia reconnaît que Marquez aujourd'hui est au-dessus. Ouais, et puis là, je regarde le classement. Bagnaia, il est à 51 points là. Ouais, Après, toujours troisième, mais toujours troisième, ouais, mais bon, 51 points, là, ça commence à faire beaucoup. Et on l'a vu, hein, quand il est tombé en sprint, il se tenait la tête parce qu'il a compris qu'il faisait une bêtise. Mais là, en plus, ce qui doit être le plus rageant, c'est qu'il y est pour rien, parce que quand on revoit l'image du départ, mais Bastianini, il freine sur le vibreur, ça peut pas tourner. Donc là, il demande rien et il se fait défoncer, quoi. On en parlait tout à l'heure. Alors le bon, le bien, là, tire le bien. Là, je pense qu'il est là, il a passé un week-end qui était compliqué. Bastianini encore pire, parce que je crois que pendant la course, il a été pénalisé 3 fois pour 3 manœuvres. Oui, je sais qu'il a pris une pénalité pour une vitesse excessive quand il a changé de moto. Je crois qu'il a dû dropper une position pendant la course à un moment donné. Enfin, ouais. Voilà, donc Bastianini a aussi, lui qui a gagné ici il y a 2 ans, 3 ans maintenant, ça a aussi été une course compliquée. Donc effectivement, là, les planètes ne sont pas alignées pour Bagnaia qui, on l'espère, à Silverstone puisse retrouver pour le championnat des couleurs, quoi. Bien sûr. Alors, il y a aussi un autre pilote Ducati qu'il faut comment dire, saluer par rapport à sa performance et sa double performance, c'est Fermín Aldeguer. On n'en a pas beaucoup parlé en début de saison parce qu'il a été un peu éclipsé par Ayo Gura qui avait vraiment bien performé avec l'Aprilia. Là, nous, on en parle depuis 2-3 débriefs, même le vendredi sur le live de Tollback sur la première journée. Il monte en puissance et finalement, il va chercher la 3e place en sprint, la 3e place hier, dans une course où il fallait quand même être, j'allais dire couillu si vous me permettez l'expression, mais ça démontre aussi un certain potentiel chez le garçon. Voilà, t'as résumé, non, mais je suis allé le voir vendredi, excusez-moi pour le bout de la chaîne, je suis allé le voir vendredi, samedi après le sprint, et en fait c'est un pilote qui est, enfin moi je le considère comme ça, qui est timide, qui s'exprime très poliment, mais clairement qui dit encore aujourd'hui, je suis encore un rookie, j'ai encore des choses à apprendre, mais depuis Austin, je commence vraiment à progresser, voilà, et quand on regarde juste les chiffres, je crois qu'il est que sur une pente ascendante depuis le début, depuis Austin, quasiment depuis sa chute à Austin. Et clairement, il a confirmé avec ce podium au sprint samedi. Et ensuite, un deuxième podium, enfin un vrai podium, on va dire, un vrai podium en course le dimanche. Il se classe 5e plus jeune pilote sur le podium de l'histoire. Et je pense qu'il va falloir compter sur lui, en tout cas pour d'autres podiums cette saison. Et pourquoi pas, si les conditions sont là, pour une victoire, clairement. Ouais, pour l'anecdote, c'est la dernière chance pour Fermín à Silverstone de pouvoir essayer de battre Marc Marquez au niveau de la précocité en termes de victoire. D'accord. Ouais, et je rebondis sur ce que tu disais, Thomas. C'est vrai que en Thaïlande, il avait marqué 3 points. Après, pas de points d'Argentine, pas de points à Austin. 17 points au Qatar, donc ça y est, ça commence à monter. En Espagne, il est tombé, donc 5 points. Et puis là, 23 points en France. Donc voilà, clairement, la progression est entamée, quoi. Et je le sentais un peu, moi c'est ce que j'ai dit vendredi dans le débrief live, je le sentais un peu tendre par rapport au Q2, etc. Mais en fait, il surprend tout le monde, quoi. Hier, il le disait, il disait hier, aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est bien de se qualifier, d'être bien en Q2. Et clairement, quand, on le sait, on le répète à chaque débrief, je crois, que quand tu n'es pas sur les 2 premières lignes, c'est compliqué. Et Aldeguer a montré et montre que ça se confirme encore ce week-end. Donc, clairement, je pense qu'il a pris le dessus sur la course pour les rookies face à Ogura, puisque l'Aprilia reste un peu en difficulté là sur ces 2-3 Grands Prix. Et Samkat Chantra, qui était absent ce week-end en raison d'un problème de syndrome d'éloge, est absent. Et je pense que ça va être le rookie de l'année. Ouais. Il y a de grandes chances. C'est de grandes chances. En tout cas, il évolue sur la meilleure moto du plateau. Donc, J'ai juste une petite question par rapport à Aldeguer et Alex Marquez. Est-ce que tu ne crois pas aussi que Alex Marquez, il a rechuté parce que justement Aldeguer était devant lui et qui se dit il va commencer à m'embêter celui-là aussi, et il n'y a pas une petite, entre guillemets, j'extrapole un peu, je grossis le trait, peut-être une petite guerre d'ego, parce qu'en plus ce sont 2 pilotes espagnols. Oui, alors après, Alex Marquez a clairement dit samedi que
c'était un rookie, qu'il fallait à un moment donné qu'il allait évoluer, qu'il a commis des erreurs, qu'il va en commettre d'autres. Bien sûr, il ne le prend pas comme une menace, ça c'est sûr. Et heureusement, on va dire peut-être que pour l'ego d'Alex, qu'il a gagné en Espagne et que Aldeguer ne l'ait pas privé d'une première victoire potentielle avant lui, quoi. Mais non, je pense qu'il ne le voit pas comme une menace pour le moment. Enfin, il le voit effectivement au sein du box. Je pense que ça peut être que une émulation. Et Aldeguer disait samedi qu'il est content de pouvoir se battre face à Alex, de pouvoir suivre Marc Marquez, de pouvoir tenir tête à un Bagnaia pour essayer d'apprendre. Et clairement, il dit sur ces quelques dernières courses, j'ai appris et je continuerai d'apprendre. Par contre, si effectivement... je peux aller chercher, je vais pas m'en priver. Il l'a dit. Si demain, alors c'était samedi, si demain je peux aller chercher Alex, je le ferai. Parce qu'il s'est même retourné auprès de son press officer pour lui demander, il est plus leader du championnat, hein, c'est ça. Enfin, voilà, donc du coup, il peut le faire. Voilà. Faut quand même, ça rejoint ce que tu disais, il est poli, il demande quand même l'autorisation. Il demande, il dit, s'il est bien premier, hein, il est plus premier, c'est ça, c'est marqué ce qui est repassé. Moi, c'est bon, je peux le faire. Je peux y aller, ouais, d'accord. Ok, non, mais c'est clair. Puis on l'a vu sur les derniers tours de course, quand il va chercher la 3e marche aux dépens d'Acosta, c'est tranchant. Ouais, c'est en plus, ils se détestent, hein, les deux. Enfin, ils se détestent. Je sais qu'il y a une espèce de rivalité entre Aldeguer et Acosta, forcément, et il y en a un qui va vouloir finir devant l'autre à chaque fois, ça, c'est sûr. Et puis du côté KTM, justement, puisqu'on parle d'Acosta, etc., très rapidement, c'est pas encore la fête. Reste que Acosta au classement provisoire, c'est le premier pilote KTM, même si on est loin des espérances du requin de Mazzaron. Voilà, Messine, c'était Nibali, mais c'est du vélo. Désolé. Un petit point d'ailleurs justement sur ces petites rumeurs pour conclure ce débrief, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur les transferts, encore une fois, et on a appris aujourd'hui, alors ça, je sais pas d'où ça sort, enfin, il y a une clause dans le contrat de Jorge Martin qui dit que au classement provisoire après le Grand Prix de France, s'il n'était pas dans les X premiers, il aurait une clause pour sortir de son contrat de 2 ans chez Aprilia. Alors, je vois pas comment il pourrait activer cette clause, sachant que, en fait, il est blessé et qu'il a pas roulé. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Alors, honnêtement, j'ai aucun élément sur le dossier. On en a parlé juste avant. Donc, il était présent apparemment le vendredi au Mans. Il est venu, il s'est rendu dans les bureaux de la Dorna. Alors pourquoi, je sais pas. Il a été pris en photo avec des fans qui l'ont aperçu, donc forcément il était bien là. Maintenant, pourquoi vouloir activer ce genre de clause, sachant que de l'autre côté, en tout cas le discours officiel de Massimo Rivola, patron d'Aprilia Racing, c'est de l'attendre, de lui donner le temps qu'il faut pour pouvoir se remettre. Enfin, alors après, voilà, est-ce que le fait aussi de perdre quelques grands prix, est-ce que ça n'entamerait pas aussi sa rémunération, mine de rien ? Est-ce qu'on commencerait pas à taper aussi sur son chèque à la fin du mois ou de l'année ? Ouais, bien sûr. Donc voilà, il y a peut-être des choses, et puis surtout, il sait, Martin, qu'il y a potentiellement une place qui peut s'ouvrir chez Honda. Bon, bah là, il a clairement vu que la Honda était capable de gagner, bon, effectivement, dans des conditions particulières, mais non, pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'est nos confrères de motorsport.com qui ont sorti cette info-là, German Garcia qui a sorti l'info. Maintenant, on va essayer d'en savoir plus. Peut-être que Jorge sera à Silverstone et qu'on pourra lui poser directement la question. En tout cas, les photos qui ont été publiées par certains spectateurs du Grand Prix, il n'était pas du tout habillé en Aprilia. Donc là, on en parlait avec Michel justement. Est-ce que ce n'est pas non plus une erreur ou une faute même de ne pas arriver sur un circuit, de ne pas représenter la marque pour laquelle tu cours, de se faire ça surtout dans le cadre d'un Grand Prix, quoi. Exactement. Voilà, mais bon, après, voilà, je préfère ne pas m'avancer du tout sur le sujet. On n'a aucune information, mais effectivement, c'est quand même assez fou, cette info qui est sortie ce matin. Donc, ça veut dire quand même que cette Honda, elle attire du monde, parce que si on fait le point, il y a Pedro Acosta qui aurait reçu une offre de chez Honda. Alors, on fait le point des rumeurs. Attention, on n'est pas sur des points établis. Donc, Acosta qui aurait reçu une offre à 10 millions d'euros. Marini, qui aujourd'hui est en ballotage défavorable par rapport à Johan Zarco pour aller chez LCR, et Johan prendrait sa place au HRC. Et maintenant, le Facteur X, Jorge Martin, qui pourrait s'inviter à la table des négociations. Donc, effectivement. Et Toprak, oui, c'est vrai que Toprak Razzaglioglu, effectivement, est aussi soi-disant. Enfin, là, c'est plus des effets d'annonce de son manager, Kenan Sofuoglu. Mais bon, voilà. Donc, tout ça, on va en reparler évidemment dans les prochains débriefs, dans les prochaines émissions.
Merci Thomas de m'avoir accompagné ce soir sur ce débrief. J'espère avoir été à la hauteur du Turc. Mais il n'y a aucun problème, hein. Il n'y a pas de question de hauteur ou pas. Vous êtes tous les deux indispensables à la qualité de ce débrief de Tollback GP. On vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas évidemment de vous abonner, hein. On va vous mettre le QR code en fin d'émission. Vous n'aurez plus qu'à le flasher, vous vous abonnez, vous activez la cloche pour les notifications. Et plus vous vous abonnez, et plus ça nous aide à être visible sur les réseaux et ça nous aide à vous fournir des émissions toujours plus qualitatives. En tout cas, on fait tout pour. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée et on se retrouve dans 15 jours pour le débrief du Grand Prix d'Angleterre disputé à Silverstone. Bonne soirée.